Aujourd'hui, on va parler de Atos qui coûte seulement 3,40 € et qui a fait une chute de plus de 96% en quelques années. Et on va voir si ce genre de phénomène était prévisible ou non, si la ratio pouvait nous l'indiquer ou non. Alors je précise avant toute chose que je vais donner mon avis dans cette vidéo, que certains diront oui mais ça pouvait être un bon investissement, ça aurait pu marcher, etc. Oui, potentiellement, mais c'est un fait, on est 5 ans plus tard et on voit bien que on était aux alentours de 70 €, aujourd'hui on est à 3,41 €, donc manifestement les preuves sont là. C'était un mauvais investissement sur cette période. Maintenant, est-ce qu'ils arriveront un jour à repartir de plus belle? Pourquoi pas, mais pour l'instant, on est un peu dans le même combat que Orpea. On est sur 5 ans, oui, pourquoi pas, on se négocie à 7-8 € et finalement aujourd'hui à 1 centime. Donc c'est vraiment pas un super investissement, c'est pas comme ça que vous ferez fructifier votre capital. Aujourd'hui, il est toujours possible de mettre une petite pièce ici pour dire peut-être que ça pourra repartir vers les 50 centimes, 1 € et je ferai un x10, x20, x50. Mais là, on est plus de l'ordre du casino. Et pour Atos, il faut effectivement étudier aussi, puisqu'on peut toujours descendre. 3,40 €, on peut toujours encore descendre à 10 centimes, 1 centime. Et on peut toujours perdre 99% de la valeur par rapport à aujourd'hui. Oui, il est également possible de repartir dans l'autre sens et de faire juste un 4-5 €, ce qui fait que ça ferait presque un plus 50, 60, 70%. Oui, mais est-ce qu'il y a plus de probabilité que ça descende ou que ça remonte? Alors, on va déjà lire un article sur Boursorama qui dit Atos, la plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 19 janvier 2024. Le groupe technologique se dirige tout droit vers une deuxième séance consécutive dans le rouge et enregistre un nouveau plus bas historique. En début de semaine, Atos a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général, le quatrième en moins de 2 ans, et a lancé un investissement sur son flux de trésorerie disponible, alors que les Échos affirmaient que la cession de Tech Foundation à Daniel Kretinsky était sérieusement compromise. Le titre est en recul de 49% depuis le 1er janvier. Alors qu'il change de directeur général, je peux comprendre si la stratégie n'a pas fonctionné. Effectivement, le quatrième en moins de 2 ans, là il y a peut-être un problème, alors ou sur la sélection, le recrutement des nouveaux directeurs généraux, ou sur la culture d'entreprise qui fait que même si le directeur général qui arrive est bien, derrière, peut-être que c'est la culture d'entreprise, la stratégie d'entreprise qui n'est pas bonne. Au niveau des points clés, le leader international de la transformation numérique de calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l'information créé en 1997, numéro 1 européen du cloud et de la cybersécurité et des spéculateurs. Activité de 11,3 milliards d'euros répartis en 2 divisions. Evidian, transformation numérique, mégadonnées et sécurité pour 47% des ventes et Tech Foundation pour 53%, infrastructure et environnement de travail connecté. Là, normalement, avec ce genre d'activité, on est plutôt prometteur, même si on ne peut pas dire que parce qu'on travaille dans le numérique, on va gagner et dans les mégadonnées et dans la sécurité informatique, mais globalement, on est quand même sur un secteur relativement porteur. Évidemment, il faut faire quelque chose d'innovant ou de pas cher ou dans le relativement luxe, mais globalement, il y a quand même normalement matière à faire. Modèle d'affaires de maximiser de la valeur via la division fin 2023 du groupe en 2 entités distinctes, Tech Foundation pour l'infogérance et Evidian pour le digital, cloud et sécurité. Logique. Quand vous avez des activités qui n'arrivent pas à être correctement perçues par le marché ou même pour vous dans la culture d'entreprise, le mieux est de scinder, de faire des divisions. Et vous avez, alors oui, ça peut paraître un peu de l'argent jeté par la fenêtre parce que vous divisez certaines entités, mais derrière, chacune performe dans sa spécialité. Et si vous avez bien compris le marché et si vos 2 divisions sont correctement implantées sur les 2 marchés correspondants, normalement, ça fait mouche et ça maximise les profits. Alors, je ne vais pas faire tous les points. Situation financière maîtrisée avec 2,7 milliards d'euros de facilité de crédit couvrant les besoins estimés à 1,8 milliard pour restructuration, d'où l'exclusion par la direction de toute augmentation de capital, mais dette en hausse de 1,45 milliard d'euros, soit un effet de levier de 3,75. Bonne nouvelle, pas d'augmentation de capital, et encore que c'est pas parce qu'ils le disent aujourd'hui qu'il n'y en aura jamais, mais c'est une bonne chose. Par contre, effectivement, si on ne fait pas d'augmentation de capital, on paye ça par de la dette, et dette en hausse, ça fait encore 1,45 milliard d'euros à éponger. Les enjeux. Stratégie visant pour le second semestre 2023 la scission du groupe en 2 sociétés, Tech Foundation et Evidian, avec repositionnement du portefeuille et renforcement des positions de leader à marge élevée. Ça peut être une très bonne chose puisque là, marge élevée et leader, c'est le truc qu'il faut avoir dans sa société. Bref, si on regarde au niveau de TradingView, au niveau du chiffre d'affaires, on avait chiffre d'affaires qui stagnait jusque 2012, et 2012, ça y est, on s'envole, c'est parti. Alors, ou nouvelle stratégie, nouveau contrat, peu importe, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conférences call, mais globalement, on comprend que là, il y a une bonne stratégie qui s'opère, jusqu'en 2016, et de 2016, on stagne. Alors, attention, on peut arriver des fois sur des entreprises matures, où les marges nettes sont relativement stables, et les revenus nets
sont plutôt stables aussi, puisqu'on arrive sur un secteur mature où la société est mature. Là, le chiffre d'affaires qui descend, ce n'est quand même pas une bonne chose, puisque ça veut dire qu'on n'arrive plus à avoir de part de marché, voire on régresse, et c'est une très mauvaise chose. Donc là, à part s'il y a une stratégie d'implantation ou de gros investissements quelque part et qu'on se focalise sur, je ne sais pas, l'amélioration spécifique de quelque chose plutôt que de trouver un nouveau marché, pourquoi pas, mais il y a intérêt d'avoir une énorme justification pour avoir un chiffre d'affaires en baisse sur 5-6 ans. Donc là déjà, j'aurais mis bémol depuis 2016. Si on regarde les revenus nets relativement croissants et en hausse, alors très légèrement, mais ce qu'on demande c'est quand même que ce soit stable et croissant dans le temps. On n'a pas tous des secteurs tech, ça veut des fois on a des secteurs de l'industrie lourde et les profits ne sont pas forcément toujours en exponentiel. Donc là déjà passer de 48 millions à 600 millions en l'espace d'une dizaine d'années, c'est déjà beau. Forcément tout ça est plombé par derrière les moins de 2,96 milliards, mais globalement jusqu'ici il n'y avait pas d'alerte rouge, on était plutôt pas mal. Même d'ailleurs si on met ça un petit peu à l'échelle, on voit bien qu'on était sur une belle progression, c'est pas mal du tout. On a eu un gros pic en 2016, en 2015-2016, on a eu une énorme... Donc à voir, est-ce qu'on a eu un concurrent, un nouveau marché, une prise de bénéfices exceptionnelle? À voir. Au niveau des marges, les marges sont relativement fines. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans un secteur en croissance, une société en croissance, et du coup on préfère grappiller des parts de marché et avoir une faible marge, et plus tard, en société mature, on agrandira les marges? Quoi qu'il en soit, 2,31% pour moi, c'est relativement faible, surtout vu le secteur, mais pourquoi pas, il y a peut-être une stratégie particulière. Mais pour moi, 2,31 voire même 4%, c'est un peu faible vu le secteur où nous sommes. Donc pour moi, déjà, il y aurait eu un petit bémol. Mais encore une fois, ce sont mes exigences. Tous les investisseurs n'ont pas les mêmes exigences. Je trouve ça un peu faible, mais ça peut convenir à certains autres profils. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on a une dilution nette, franche ici, et en plus constante. Donc pour moi, ce serait un mauvais point, sauf si ça permet d'avoir une énorme croissance derrière. Pourquoi pas diluer l'actionnariat quand on est justifié par une croissance et prise des parts de marché? Oui, effectivement, l'actionnaire est dilué, mais si derrière la boîte grandit et gagne 50% par an, au bout de quelques années, vous avez fait un x10 ou x20, et même si vous avez été dilué par 3, x20 et dilué par 3, ça vous fait quand même un x7 par rapport à votre investissement initial. Donc, si c'est justifié, pourquoi pas, mais on a vu un peu avant que le chiffre d'affaires, c'était pas vraiment ça, que les marges, c'était pas vraiment ça. Donc pour moi déjà là aussi, gros point noir, une énorme dilution ici, à voir pourquoi. Est-ce que c'est l'acquisition d'un concurrent, un nouveau secteur, peu importe, une nouvelle technologie? La même chose ici, puis après une dilution constante, donc à voir pourquoi, mais déjà mauvais point. Si on passe au screener 2, on avait un rocher qui était moyen, 2%, ça c'était vraiment pas top. 7% jusqu'à 9%, c'est pas trop mal, mais dans le secteur tech, on peut avoir mieux. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis moyen. Dans toute industrie confondue, 10% de rocher, c'est bien. On est dans le bien, moyen bien, mais bien quand même. Par contre, dans le secteur relativement tech, on peut avoir des rochers qui sont un peu mieux. Alors, sauf cas particulier, et peut-être qu'Atos en fait partie, sur l'infrastructure, peut-être que les marges sont extrêmement fines, que l'investissement est lourd et que du coup, on n'arrive pas à en tirer le meilleur. Bref, c'est pas mal, c'est pas le point noir. Ici, on a eu une chute phénoménale depuis 2021. À voir pourquoi, c'est sûrement le scandale qu'il y a eu. Mais globalement, avant, il n'y avait pas de crainte spécifique. On avait entre du 10 et du 13%, donc pas trop mal. Au niveau du free cash flow, le free cash flow, on était en constante augmentation, alors à part là jusque 2008, mais peut-être qu'il y a une restructuration puisque tout va mieux depuis 2009-2010. Donc du free cash flow en augmentation, vraiment pas mal du tout, avec des fois un décroché peut-être pour avoir un concurrent. Ici, on voit 2018, on a lâché beaucoup d'argent, donc réinvestissement, peu importe, achat d'un nouveau concurrent, enfin achat d'un concurrent, fusion, peu importe. Sauf que dans le chiffre d'affaires, on ne l'a pas vu, donc ça veut dire qu'on a potentiellement ou racheté un concurrent, ou réinvesti, ou peu importe, mais le chiffre d'affaires ne s'est pas trouvé augmenté, donc là, mauvais point, mauvaise gestion. Il faut évidemment aller voir pourquoi. C'est pas juste avec cette courbe-là qu'on devine, mais globalement là, moi je m'attends à ce que quand on fait une chute drastique du free cash flow, j'aimerais savoir où est passé l'argent et est-ce qu'il a été bien investi et qu'est-ce qui a augmenté en contrepartie. Est-ce que c'est la marge brute ou la marge nette qui ont augmenté parce qu'on est plus efficient, on a mis dans des infrastructures plus efficientes? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires parce qu'on a grappillé des nouvelles parts de marché? Ou est-ce qu'on a racheté un concurrent donc on récupère le portefeuille client? Bref, je veux avoir des réponses et globalement là, juste sur les courbes, on n'en a pas eu. Donc il paraîtrait que ça paraît être un investissement inutile. Encore une fois, je n'ai pas lu le dossier, il faut aller voir, mais globalement, c'est le genre de questions que vous devez vous poser. Si on regarde ensuite le price to free cash flow de 10,
C'est relativement bas comparé à... Non, c'est du moins 10, donc c'est très très bas, évidemment, si on a des chiffres négatifs. Mais globalement, on s'échange habituellement aux alentours de 13 en médiane moyenne. Donc globalement, on est relativement peu cher. Maintenant, effectivement, pas cher ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle et qu'il faut se jeter dessus. Il faut voir les perspectives, puisque si vous avez aujourd'hui un price to free cash flow extrêmement bas, mais que la société va déposer le bilan, va couler, va diluer l'actionnaire par 100, ça reste pas une bonne nouvelle dans tous les cas. Si on regarde maintenant le screener 3, le screener 3, on a un PER qui est extrêmement faible, c'est dû justement au résultat de cette année. On va quand même regarder. Pour les années précédentes, on était aux alentours de 15, donc c'est pas mal du tout, c'est à peu près ce que vaut le secteur, même si de temps en temps on est quand même plus aux alentours de 20, mais comme c'est de la tech et à la française, on a souvent un discount par rapport à ça. Au niveau de l'endettement, c'est bien, on arrivait en trésorerie, ce qui est pas mal du tout, et on voit ici 2018, un énorme endettement, parce qu'on passe d'une trésorerie à un endettement de 2,8 milliards, donc on fait globalement 3 milliards d'endettement, et je rappelle que c'est la même année, ou une année avant, le free cash flow, donc on est globalement là dans la même stratégie, la même acquisition, ou la même prise de part de marché, peu importe, mais je n'ai rien vu au niveau du chiffre d'affaires en hausse, des marges nettes, peu importe, donc on s'est endetté 3 milliards, on a cramé du free cash flow et globalement il ne s'est rien passé. Donc il faut aller voir pourquoi, c'est peut-être que ça va se répercuter dans quelques années, mais déjà là, gros bémol, et pour moi personnellement, 2018, si je ne comprends pas, si je lis les rapports financiers et que je ne comprends pas ce qui s'est passé, déjà je fuis. Si on se met ici en 2018, si on regarde là, 2018, c'est l'énorme chute et c'est ce que le marché fait et c'est ce que normalement les gens auraient dû faire si vous étiez dans Atos et que vous étiez par exemple en 2017 ou début 2018. Au moment où vous voyez ça, où vous savez exactement pourquoi c'est faire et vous comprenez et vous êtes en accord avec la société et vous dites que ça va payer un jour, vous restez et même presque vous rechargez en bas, ou alors il faut fuir et c'est ce que le marché a fait. Par contre ici, la remontada, à moins que les news aient été bien meilleures que prévu et que finalement ce soit juste que les investisseurs se soient inquiétés pour rien, même si c'est peu probable, il y a forte chance que ce soit plutôt une correction qui remonte justement parce qu'on avait eu une énorme chute, mais là les gens ici n'auraient pas dû acheter avec les news qu'il y avait, puisque on a juste baissé de je ne sais pas combien de pourcents, on est remonté à peu près à la moitié, mais globalement les news et l'endettement étaient toujours le même qu'ici, donc c'est toujours la même question, c'était est-ce que l'investissement, l'endettement valait le coup ou non. Et globalement, si c'était non, il fallait absolument pas revenir, même ici, puisqu'on le voit bien quelques années plus tard, c'est un carnage, vous avez perdu beaucoup d'argent. Si on revient ici au niveau des capitaux propres, on augmente globalement plutôt bien stable, à part avant où on stagnait, et depuis 2018, énorme acquisition, on a donc du coup probablement pris à racheter un concurrent ou fait une fusion ou quelque chose comme ça, puisque quand vous avez les capitaux propres qui passent de 4,6 milliards à 6 milliards et à 7, alors que la même année vous vous endettez et que vous avez cramé du free cash flow et qu'en plus vous avez un petit peu dilué l'actionnaire, globalement il y a de grandes chances que ce soit pour une acquisition ou quelque chose dans ce genre-là. Mais déjà, moi je me serais dit, pourquoi ? Si on regarde au niveau de la capitalisation, on a eu une énorme hausse jusqu'en 2017 et on voit bien qu'on descend, on n'arrête pas de descendre depuis pour arriver aujourd'hui à 5 milliards 23. En faisant une rapide recherche sur internet et quand on met Atos dette 2018 pour savoir ce qui s'est passé, on arrive directement sur ici, donc le site d'Atos, atos.net, et on voit ici en conséquence l'endettement net part du groupe s'est établi à moins 2,8 millions d'euros, donc enfin 2800, donc moins 2,8 milliards, et on voit ici que on a l'évolution de la trésorerie nette, donc en 2018 le groupe a décaissé pour des acquisitions un montant net de 3,6 milliards, principalement pour l'acquisition de Syntel, prix net de l'acquisition moins 3 116 000 et de Six Payment Service, prix net de l'acquisition moins 386 millions d'euros auquel s'ajoutent moins 110 millions d'euros non décaissés pour l'évaluation fin 2018 du complément de prix éventuel. Donc on comprend là que c'est l'acquisition Syntel et de Six Payment Service. Tout le travail est de savoir si ces acquisitions étaient rentables, si on allait augmenter l'efficience, si on allait augmenter le portefeuille client, le chiffre d'affaires, peu importe. Et on voit bien que ça n'a pas été le cas. Donc normalement, là, tout investisseur qui étudie un peu le dossier, où il se rend compte que là, on va plonger parce que même un endettement colossal comme celui-ci n'apporte rien à la société, voire même apporte que des choses négatives, ou alors vous croyez dur comme fer et vous pensez que ça va prendre du temps pour bien absorber Syntel, Six Payment et qu'il y a une stratégie de fond derrière et que ça va forcément payer et vous renforcer. Mais globalement, là, il y avait quand même beaucoup de signaux qui disaient que c'était attention, alarme rouge, puisque une dilution,
un endettement fort, un chiffre d'affaires qui régresse depuis de nombreuses années, une marge nette relativement faible, du free cash flow en augmentation mais qu'on crame pour acheter finalement des acquisitions qui finalement ne s'avèrent pas être payantes. Bref, pour moi, tout était au rouge et c'est une non-surprise aujourd'hui d'avoir Atos qui est aussi bas et qui fait les gros titres parce qu'effectivement c'est toujours pareil, c'est à la fin, c'est quand la société ne peut plus, qu'elle étouffe et qu'il y a des retournements, des bouleversements, qu'on apprend que oui, Atos est dans une situation difficile depuis de nombreuses années et qu'aujourd'hui, ça y est, ça fait la une des médias et tout le monde se pose des questions. Si on regarde ne serait-ce que les projections, on se rend compte ici qu'on avait une estimation à 2,55 en 2021, on a eu reporté moins 1,97. 2022, presque rien. 2023, 1,28. 2024, 2,44. Donc oui, si vous estimez qu'en 2024, elle peut faire 2,44, ça peut être très bien. Et on voit ici derrière que ça s'améliore, mais ça reste toujours des prévisions. On voit ici qu'on était parti pour être sur une bonne tendance haussière aussi. Et on voit bien que finalement, quelques années plus tard, ça se passe relativement mal. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que l'entreprise dégage beaucoup de free cash flow? Est-ce que le chiffre d'affaires est en augmentation, ce qui voudrait dire que les parts de marché s'améliorent? Et est-ce que l'argent est correctement géré et comment fonctionne la société au niveau du bilan? Bref, aujourd'hui, j'espère vous avoir aidé un petit peu sur ce dossier qui n'est pas un dossier de super qualité, même si peut-être qu'il y avait de très bonnes intentions et que si le virage avait été correctement négocié, ça aurait pu être une valeur phénoménale qui aurait rayonné à travers le monde. Mais globalement, des mauvais choix ont été faits, des mauvaises décisions ont été prises et aujourd'hui Atos le paye, à savoir si maintenant la nouvelle équipe dirigeante va réussir à remonter la pente et à redresser la marque. Mais en attendant, voilà un peu la petite analyse primaire que n'importe qui peut faire aujourd'hui avec un outil relativement gratuit avec des sites qui existent aujourd'hui, ou même des outils comme celui-ci, comme TradingView, qui est payant mais relativement faiblement puisque c'est une dizaine d'euros par mois, et vous pouvez rapidement vous dire est-ce que cette société brille, est-ce qu'elle est extrêmement qualitative, ou est-ce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de points noirs, des marges relativement faibles, ce qui fait qu'on est plutôt fragile s'il y a le moindre accroc, que l'endettement apparemment conséquent ne permet pas d'améliorer la situation financière de la société au niveau des parts de marché, du chiffre d'affaires, des marges, etc. Bref, on voit là rapidement que c'est le genre de société, non pas forcément à jeter tout de suite à la poubelle, puisqu'il y a peut-être un projet de fonds très très lointain qui payera un jour, comme par exemple Tesla qui pendant des années n'a pas été rentable et a cramé beaucoup de cash avant aujourd'hui de réussir son pari, mais globalement on comprend bien que probabilitairement parlant, quand une société brûle de l'argent, n'arrive pas à faire augmenter son chiffre d'affaires et a des faibles, ou elle est sur quelque chose de très lointain, il faut vraiment croire au projet, mais dur comme fer, ou alors il faut juste quitter le navire, puisque c'est une société qui va juste descendre, couler et emporter votre argent avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!